La thématique, c'est les défis. C'est vrai qu'on est à moins de 100 jours des élections nationales, régionales et européennes. Et donc, on a deux invités de choix pour en parler. C'est-à-dire, effectivement, Pierre Meutet, président de l'Union wallonne d'entreprise, et puis Bruno Coleman, économiste. Et c'est bien, ils n'ont pas tout à fait la même sensibilité. Donc, j'espère qu'il y aura un vrai débat. Alors, moi, j'aimerais démarrer par une première question qui est liée à l'actualité, qui nous permettra peut-être de parler d'un des problèmes en Wallonie, mais je pense aussi peut-être à Bruxelles. Vous avez vu qu'il y a un grand problème en Flandre de ce fleuron de l'industrie flamande qui sont les bus Vanol. Si vous avez regardé l'information ce matin, les banques ne vont pas suivre pour diverses raisons, notamment parce que finalement, en dehors de la concurrence de pays de ceci, cela, c'est d'abord une boîte qui est mal gérée, qui a raté le virage de l'électrification, etc., plus des querelles. Et donc, probablement que le gouvernement ne suivra pas, puisque les banquiers ne suivent pas. Alors, vous allez me dire, ça se passe en Flandre, alors qu'ici, on est supposé débattre de Bruxelles et de la Wallonie. Mais justement, la vraie question, c'est... Vous m'entendez au niveau du micro? Oui. Ouais. C'est qu'en Wallonie, probablement, Jean-Pierre Pierre, et aussi, ça ne se serait pas passé, parce que dès qu'il y a un fleuron qui va mal, on appelle le ministre, en l'occurrence Willy Borsu, on lui dit que c'est la fin du monde, on demande à d'autres institutions ou organismes censés financer ce genre de choses, en disant « Que faites-vous » Et ici, la Flandre accepte, c'est peut-être un côté darwinien, de laisser tomber un truc en se disant ça ne sert à rien, parce que les deniers publics vont être perdus. Peut-être deux réflexions. En effet, il y en a une première réflexion qui est le poids des banques, l'importance des banques qui sont attentives à la gestion et peu importe les conditions dans lesquelles on est. Et les banques aujourd'hui, elles ont quand même une certaine tendance à dire c'est pas une entreprise, c'est toute la Wallonie pour laquelle nous avons un problème. C'est comment est-ce qu'on a des budgets en Wallonie qui sont gérés avec un poids du passé. Je ne veux pas porter la faute sur une situation récente, mais avec un poids du passé où quand même on a un déséquilibre budgétaire, une dette qui n'arrête pas de s'accroître. On en parlait donc avec des intérêts, on disait il y a quelques années, c'est pas grave, les intérêts sont négatifs. Oui, ben non, les intérêts bien sûr, et un jour ils reviennent tout à fait à l'avant-plan. Donc il y a cet aspect, d'une part, de l'importance des banques et d'écouter quand même ce que disent ces professionnels du chiffre par rapport aux grands équilibres budgétaires et à la manière dont on doit construire un budget. Et puis la deuxième question, c'est je pense que la Flandre est aussi très souvent intervenue en support de ces entreprises, dans le Limbourg par exemple, mais peut-être dans le cadre d'une vision, d'un plan stratégique, d'un plan structurel pour relancer une région et pas simplement soutenir et assurer une transition de tas de gens qui sont dans une situation très délicate, évidemment au niveau de l'emploi, et de permettre de rebondir, mais de rebondir avec une vision, pas de rebondir dans le court terme. Et puis Bruno, peut-être la grande différence, c'est que les gens qui vont malheureusement se retrouver sur le carreau avec cette faillite inéluctable des bus Vanol vont probablement tous être réengagés dans les 2 mois du fait que le taux d'emploi est très très bon en Flandre, ce qui n'est pas le cas en Wallonie. Tout d'abord un petit mot Monseigneur, chers amis, merci de nous avoir accueillis ici. Et moi, je le fais avec une certaine émotion parce que je suis expert comptable, donc je suis proche de votre profession, mais surtout, j'ai habité pendant 30 ans à 1 km d'ici, 1,5 km. Donc j'ai vu Lyon-Waterloo toute ma vie avec un autre angle. Donc ça me fait toujours des vibrations intérieures quand je passe près de ce lieu important. Quand on pense à Vanol, on pense à quoi? On pense au roulement normal de l'économie. Peu d'entreprises sont capables de garder un privilège on va dire, de monopole ou en tout cas d'influence significative pendant des décennies. Quand j'étais aux États-Unis il y a 35 ans, c'était dans l'Indiana, une ville, on va dire, moyenne de l'Indiana, des bus Vanol qui étaient présents. Et donc c'était un groupe international, mais qui aujourd'hui a été essentiellement tué par la concurrence chinoise, on le sait, et on va être submergé par la concurrence chinoise, avec des décisions européennes de passer à l'électrique motivés réglementairement ou par des motifs moraux écologiques qui font que nos entreprises ne sont pas prêtes aujourd'hui pour aborder ce changement. Delaine, par exemple, n'a pas choisi Vanol pour ses propres bus. Et d'autre part, effectivement, le cas est moins, on va dire, douloureux en Flandre parce qu'ils sont au plein emploi. En fait, la plupart de ces types sont des ouvriers spécialisés, vont être embauchés dans les quelques mois. Et ça, c'est la grande différence entre la Wallonie et la Flandre. C'est que la Flandre, aujourd'hui, et peut-être tristement pour nous, est la région la plus prospère d'Europe, avec vraiment un chômage qu'on qualifie de frictionnel, c'est-à-dire le chômage des personnes qui changent de boulot, tandis qu'en Wallonie, on a un chômage bien plus important, donc on n'a pas de marge de croissance économique pour absorber un choc de ce type-là. C'est ça la réalité.
Parfait. Alors, deuxième question aussi dans l'actualité, avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous avez tous vu que la NVA propose des candidats, et un candidat en particulier aujourd'hui du côté francophone, et que je connais par ailleurs, Drieux Godfriedi, que tu connais aussi, je pense, Bruno. Alors, quand on regarde de l'échiquier politique en Wallonie, peut-être ça fera sursauter quelques-uns, il y a un parti clairement à droite qui est le MR, le PS est à gauche, forcément le PTB c'est la gauche radicale. Les engagés sont en train d'évoluer, mais sous Milquet ont été plutôt très à gauche, Écolo forcément est à gauche. Donc en fait, le parti qui aurait vocation, alors ça change un peu, parce que je sais qu'il y a quelqu'un des engagés qui est ici, donc je fais attention, c'est un ancien manager de l'année, les défendre. Est-ce que, en fait, cette arrivée va plutôt desservir le MR? Et donc la question que je pose au président de l'Union Wallonne, qui, je sais, est apolitique par définition, est-ce qu'on ne va pas encore, comment dirais-je, déstructurer le tissu wallon en ayant moins peut-être de gens représentant les entrepreneurs ou susceptibles de représenter les entrepreneurs? C'est une question un petit peu déviante, mais je sais. Oui, merci Hamid pour une question déviante. J'imagine qu'à force de dire qu'il y a 50 nuances de gauche, c'est une espèce d'appel à créer quelques nuances de droite. Bien évidemment, moi, ce qui m'interpelle le plus dans les sondages que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il reste une majorité dans les sondages qui n'estime pas qu'il faille d'abord créer de la prospérité et d'abord créer de la richesse avant de se dire comment est-ce qu'on va la partager. Cette partie-là, bien sûr, si elle se fragmente un peu plus, ça ne va pas faciliter cette perspective-là, qui pour moi, indépendamment de toute question politique, est importante. D'abord, on crée de la richesse, enfin je pense que tout le monde de l'entreprise le sait bien, et c'est vrai au niveau de l'État aussi. D'abord, on crée de la richesse, et puis on voit quel est le bon partage, quel est le bon équilibre pour le faire. Dans un monde, alors c'est vrai que la Flandre pèse particulièrement lourd sur la question, mais dans un monde où on navigue entre perspectives difficiles et situations qui restent confortables. Je veux dire, la Belgique, moi, c'est à chaque fois qu'on me le rappelle, dans un monde où on dit que le pouvoir d'achat est la préoccupation principale des Belges, la Belgique fait partie des 10% des pays au monde pour lesquels le pouvoir d'achat ajusté au coût de la vie est le plus élevé. Et en même temps, c'est un pays qui, en matière de répartition des richesses, le fameux indice de Gini, fait partie des 5% des pays au monde où la répartition est la plus équitable. Donc nous vivons dans un pays où le pouvoir d'achat est un des plus élevés au monde, où la répartition de la richesse est une des meilleures au monde, et où on nous dit que le pouvoir d'achat est la préoccupation principale des Belges. Évidemment, tout ça est relatif par rapport à ce qu'on a connu dans les mois passés, et bien sûr que je vois comme tout le monde les dégradations que les choses se sont faites. Mais il y a cet aspect-là aussi de dire remettons un peu les choses en perspective aussi. Oui, ça me fait penser à la phrase de Sylvain Tesson en France. Il disait « Les Français, c'est des gens qui pensent qu'ils vivent en enfer alors qu'ils sont au paradis ». Oui. Bruno? Pour rebondir, je pense que c'est une anecdote de l'histoire, cette nomination, c'est sans intérêt. Non, ce qui est beaucoup plus interpellant, c'est qu'on avait un pays qui était fondé sur la cohésion sociale, une classe moyenne homogène, qu'on le veuille ou non, et qu'aujourd'hui, on a un pays au sein duquel il y aura un tiers des parlementaires, à peu près un tiers, qui sont considérés comme des extrêmes. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire à un tiers des Belges, finalement, vous êtes du mauvais côté du cordon sanitaire, on ne va pas vous écouter, avec des inflexions évidemment très différentes en Flandre et en Wallonie. Et pour moi, c'est le reflet de multiples échecs. C'est l'échec d'abord d'un projet politique du centre qui a échoué. C'est l'échec d'un gouvernement qui finit maintenant sa législature en lambeaux, sans avoir exprimé aucun projet de société, sans avoir rien réformé de fondamental. Donc, alors qu'ils avaient toutes les chances, étant ensemble, hors de ce qu'ils appellent les extrêmes, pour réussir, ils ont complètement échoué. Et donc le grand débat qui va nous animer dans les prochaines années, c'est de savoir mais comment on va vivre ces 5 prochaines années, et sachant qu'on va vivre dans 6 ans le bicentenaire de la Belgique, quelle est la cause commune à laquelle on va s'affilier. Est-ce que ce sera la lutte contre la pauvreté, la précarité? Est-ce que ça va être la cohésion sociale? Et tout ça est parfaitement inexistant. Et peut-être un mot, parce que cette personne donc, sera de l'extrême droite, donc sera sans doute dans le cordon sanitaire, parce que finalement on a inventé cette notion de cordon sanitaire pour mettre de côté la NVA et le PTB. Eh bien, ce cordon sanitaire, moi je m'insurge contre son existence.
Parce que d'abord, c'est une notion qui n'est pas constitutionnelle. On n'a jamais vu, vous pouvez la lire, la Constitution, il n'y aura pas de cordon sanitaire. C'est simplement l'expression d'une particratie, de partis plus ou moins centraux, qui veulent éliminer les voix de personnes qu'ils considèrent comme étant des extrêmes. C'est aussi une façon de dénaturer le Parlement. Alors c'est au sein du Parlement que les choses doivent se décider, pas au sein des états-majors de partis. Moi je pense que c'est un signal accessoire de l'histoire, mais qui révèle quelque chose de beaucoup plus fondamental sur le dysfonctionnement complet du système politique belge. Complet. Et qui devrait vraiment être repensé. Et nous, en tant qu'électeurs, on doit y penser. Parce que quand on pense en Belgique, et je suis désolé, je dépasse un peu la question d'Amit, mais qu'aujourd'hui, ce sont des présidents de partis, parfois non élus, ou avec des mandats totalement accessoires, simplement élus par des adhérents de partis qui dirigent le pays, ça soulève quand même des questions. Je ne suis pas tout à fait sûr que les pères fondateurs du pays avaient voulu ça. Parfait. Alors, Pierre Bruno, vous connaissez peut-être la phrase de Philippe Bouvard qui disait que l'immobilisme n'empêche pas de faire un faux pas. Alors, justement, en Belgique, on est un petit peu spécialiste de l'immobilisme et j'en veux pour preuve, et c'est d'ailleurs un bilan négatif de la législature actuelle, c'est qu'il y avait 2 réformes à réaliser, 2. La réforme des pensions, ça a fait pchit, comme dirait Chirac, et la réforme fiscale, elle a fait aussi pchit. Et donc, voilà, j'ai envie de vous dire, est-ce que ce pays est irréformable, Pierre et Bruno ? Là, je vais embrayer certainement sur le point de Bruno. On voit des coalitions qui se forment en fonction des résultats des urnes, et ça, c'est quand même, en effet, la logique démocratique. Même s'il y a eu des déviations, quand même, quand on regarde le reste du monde, on reste, enfin moi je reste en tout cas heureux d'être en Belgique plutôt que dans d'autres parties du monde en matière de gestion démocratique. Mais là où en effet on regrette de ne pas avoir un projet commun, là où on regrette en effet que quand les partis se disent à un moment donné on va travailler ensemble, c'est parce qu'on a un projet commun et on va le réaliser. Et non seulement on va le réaliser, mais en plus on va expliquer à la population qu'on est fier de le réaliser et des progrès qu'on a faits. Et pour moi, s'il y a une des choses que je regrette un petit peu du côté Wallonie, c'est qu'alors que le gouvernement avait une DPR qui était relativement claire en disant voilà le taux d'emploi qu'on veut, voilà le Fit for 55 qu'on veut, voilà la précarité qu'on veut, ça a été signé, ça a été mis dans un tiroir, on n'en a plus beaucoup entendu parler après. Ça a été des lignes sous-jacentes parfois, mais on voudrait, si on veut éviter que les extrêmes ne prennent tout le temps de parole qu'ils prennent, d'avoir au contraire une coalition qui dit « et voilà ce qu'on a fait et on en est fiers ». Et voilà en quoi on s'inscrit au-delà des prochaines élections, au-delà de la prochaine échéance électorale, parce que pour la Wallonie, on a besoin d'une révolution culturelle sans aucun doute, et ça va avec un certain nombre de choses qui, en matière de gestion budgétaire et de promotion de l'emploi, sont fondamentales, et également du côté de l'environnement d'ailleurs. Bruno, oui, c'est pour tricoter un petit peu. Mais vas-y. Non, peut-être un mot. Je crois que la réforme des pensions, c'est important parce que des poches de pauvreté se développent maintenant chez les pensionnés. Donc ça, c'est extrêmement embarrassant. Alors, est-ce que c'est 10 ou 20%, c'est entre les deux? Et donc, ça va devoir passer par une revalorisation des pensions les plus basses, surtout des femmes, peut-être même en partie indépendamment des années de travail. Ça, c'est une chose. Et pour la fiscalité des personnes physiques, je pense que le mouvement de taxer un peu moins le travail, un peu plus la consommation, l'environnement ou le revenu du capital, ça va s'imposer. Parce que, comme en plus on a ce grand défi de l'intelligence artificielle qui va sans doute en termes relatifs diminuer la rémunération du travail de certains travailleurs, on ne pourra pas concentrer et la fiscalité et la sécurité sociale uniquement sur le travail. Donc c'est un grand défi, je pense, qui avait été bien appréhendé, et puis voilà, les choses n'ont pas été au bout. Oui. Alors, Pierre a utilisé 2 termes tout à l'heure, il y a quelques secondes, révolution culturelle. Je reviendrai sur des sujets plus techniques, bien entendu, mais est-ce que c'est pas ça le gros problème en Wallonie, mais encore une fois aussi à Bruxelles, c'est un problème culturel. C'est-à-dire que moi, je le vois bien en tant qu'observateur économique, quand on a des idées, l'argent trouve le chemin pour financer ces idées. Par contre, on a un problème culturel, peut-être de mentalité, je ne sais pas comment le définir, en Wallonie en particulier, mais aussi à Bruxelles. Et là, c'est plus compliqué. J'en parlais avec l'un ou l'autre, notamment à la Banque nationale. Il me dit, Hamid, si tu as raison, et il pense que j'ai peut-être raison, je ne suis pas le seul à le dire, le problème culturel, c'est qu'il faut 2 générations pour changer une culture. D'ailleurs, on est parti pour 2 fois 20 ans. Oui, moi je pense quand même,
Il y a une vitalité économique dans une région s'il y a un projet. Il faut qu'il y ait un projet auquel les gens adhèrent, il faut un consentement au projet. Or, il n'y a pas de projet Wallon. Il y a eu des égarements, c'est pas clair. Si on demande à un Wallon, et j'en fais partie, quel est le projet, c'est tout à fait flou pour moi. En Flandre, ils ont constitué un projet qui est alors régionaliste, quoi qu'on en pense, mais qui est cohésif parce qu'il est régionaliste. D'autre part, toute la Wallonie ne va pas mal. Hein. Le nord de la Wallonie va bien, il y a quelques bassins qui vont un peu moins bien, et je pense qu'il ne faut pas deux générations. Je pense qu'il faut une génération, c'est en fait donner l'envie du futur en commençant par des adolescents, des personnes dans l'enseignement, à qui on doit montrer un chemin de carrière, un chemin d'emploi, de manière peut-être très rapprochée, très individualiste. Il se fait que je passe quand même pas mal de temps dans des écoles secondaires en humanité, on me demande comme ça de faire des conférences, et j'entends toujours la même chose, des directeurs d'école qui disent « si on avait un ou deux éducateurs en plus qui pouvaient s'occuper des élèves en leur donnant l'envie d'un avenir, on les extrairait parfois d'un milieu familial ou culturel un tout petit peu défavorisé pour leur donner un avenir. » Il ne faut pas 40 ans pour ça, mais il faut d'abord dire où est-ce qu'on veut être dans 20 ans. Quel est le projet ? Qu'est-ce qu'on va mettre en évidence ? De la logistique, des compétences, des industries, des pôles de compétitivité. Si on ne dit rien, les gens, voilà, ils sont dans le flou et ça ne fait pas avancer. Alors Pierre, on pourrait rebondir justement sur le côté de l'enseignement, tu le fais bénévolement et c'est très très bien. Est-ce qu'on n'a pas un problème aussi de ce côté-là pour attirer les jeunes justement pour devenir entrepreneurs ou intrapreneurs? J'ai vu que par exemple Willy Borsu finance, et je trouve ça très très bien, la possibilité de séduire, de sensibiliser un certain nombre de 100 000 jeunes, je pense, à devenir entrepreneurs. Et je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps et je lui ai dit, mais est-ce que vous n'avez pas oublié l'essentiel, c'est-à-dire les enseignants? Et on voit la même chose en France, c'est que les enseignants sont, à tort ou à raison, souvent hostiles au milieu de l'entrepreneuriat. Pour eux, une entreprise, c'est un lieu d'exploitation, d'aliénation. Je taille à la serpe, je sais que certains ne pensent pas tous. Est-ce que ce n'est pas eux aussi qu'il faut sensibiliser avant même les étudiants? Et on l'a vu, par exemple, avec les camions au dos qui étaient là, où ça a provoqué un tollé. C'est là, probablement, qu'il y a Ton point, moi, je pense qu'il est valide, il est tout à fait valide. Hein. Si on parle de révolution culturelle, ça ne va pas se faire dans les 5 ans. Il va falloir s'inscrire dans la durée. Et c'est le projet de la Flandre, est-ce qu'il est? C'est parce que ça fait 4 générations qu'il est derrière, avec un projet qui est probablement identitaire d'abord, et sur lequel ils ont construit, culturellement parlant, une priorité économique. Et qui est d'autant plus tranchée quand même que tant que la Wallonie montrera le déficit budgétaire qu'elle montre, et tant que la Wallonie montrera le déficit d'emploi ou de chômage que nous avons, ça va forcément continuer à pousser la vague identitaire et la vague séparatiste. Donc pour ça, pour moi, c'est au niveau de l'unité du pays, du projet commun que tu disais, Bruno, ces 2 chantiers-là que sont le budget et l'emploi sont fondamentaux. Et pour alimenter l'emploi, il faut en effet donner, je suis tout à fait d'accord avec toi, envie aux gens et aux jeunes en particulier de contribuer à une société, de co-construire cette société, parce que je reviens, si on est dans ce pays, qui est quand même un peu un pays de cocagne aujourd'hui, qui vit sans doute au-dessous de ses moyens, mais de manière différenciée. On sait qu'ici, dans le Brabant wallon, on est la province la plus riche de Belgique, pas juste de Wallonie, de Belgique. Donc qui est extrêmement différenciée. Si on veut donner à toute la population francophone et wallonne l'envie de construire quelque chose, ça commence par les jeunes, ça commence en effet par des enseignants qui s'adjoignent à ce projet. Et quand on a fait le pacte d'excellence, en même temps, on dit moins de 12 ans pour réformer l'enseignement, c'est juste pas raisonnable. Et quelque part, je suis extrêmement frustré quand j'entends 12 ans sur le pacte d'excellence en disant c'est donc des générations dont on est consciemment en train de dire que il faudra 12 ans pour rénover et on ne sait pas encore exactement vers où on va arriver, donc tant pis pour les gens qui sont entre les deux. Et le courage d'avoir enfin, une fois quelque part sur un secteur, une vision de dire s'il faut 12 ans, on mettra 12 ans. Et quelque part, si on faisait un jour un pacte d'excellence de l'administration et qu'on me dit il faut 12 ans, comme Union Wallonne, moi je serais prêt à m'engager à bord en disant oui, on va conduire pendant 12 ans une réforme de l'administration au service de ses citoyens, par exemple. Donc oui, je pense qu'il faut à un moment donné se dire il faut le faire, il faut cadrer, et ça ne va pas être simple, et il y aura des problèmes, mais il faut démarrer cette démarche-là. Et je suis d'accord avec toi, l'enseignement est vraiment une pierre angulaire. Alors, je reste toujours sur le même thème, mais en le liant avec la dette publique belge, et je regarde l'enseignant que tu es, Bruno, à l'université.
On entend certains partis dire que la dette publique belge, même si elle a atteint des niveaux stratosphériques, et notamment suite au Covid, que ce n'est pas trop grave. Est-ce que ce n'est pas une politique de l'autruche dans le sens où aujourd'hui le premier budget de l'État, c'est le remboursement de la dette? Qui dit remboursement de la dette, je rappelle que la dette, c'est la somme des déficits, c'est-à-dire la somme de nos lâchetés passées. Donc on rembourse le passé alors que le premier budget, ça devrait être l'enseignement, c'est-à-dire l'avenir. Donc dire que la dette publique n'a pas d'importance, c'est criminel. Oui, la dette publique, c'est compliqué. Et ce qu'on vit en Belgique, on le vit aux États-Unis, on le vit en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de recettes fiscales pour trop de dépenses. Et on a un déficit de l'ordre de 5%, aux États-Unis aussi, en France aussi. Et en Europe, le problème est essentiellement lié au vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'en fait, on a un choc de vieillissement de la population très important devant nous, puisqu'en fait, les gens qui sont nés en 1945, le début du baby-boom, sont arrivés à l'âge de la retraite en 2010, mais ça a duré 20 ans, mais on vit 20 ans de plus qu'après la guerre. Donc on a 40 ans de baby-boom qui se transforme en coup de vieillissement. Et ça, c'est le scénario commun à toutes les conjonctures économiques. Alors, est-ce que la dette, c'est grave ou pas? Enfin, oui, c'est mieux de ne pas en avoir, mais en même temps, si on décidait de revenir à l'équilibre budgétaire, ça veut dire fortement diminuer les dépenses sociales, donc des troubles sociaux, ou réduire ou augmenter fortement les impôts, ce qui posera aussi des problèmes en termes de récession. Donc, sans doute que la solution se trouve un peu entre les deux, mais donc les partis qui disent maintenant qu'on ne va pas augmenter les impôts sont des menteurs. On va devoir augmenter les impôts, certains impôts, et peut-être rééquilibrer certaines prestations sociales. Maintenant, il faut quand même être de bon compte. Hein. La dette publique belge est de très bonne qualité. La signature de l'État belge est très bonne parce que nous avons un pays qui bénéficie d'une épargne domestique, la nôtre, hein, celle des entreprises, extrêmement élevée. Et que quand bien même, imaginez qu'à un moment les marchés financiers nous soient fermés, c'est-à-dire qu'on est une île, on n'arrive plus à emprunter sur les marchés, l'épargne domestique des Belges serait largement suffisante pour financer tout l'État belge. Donc, les marchés financiers voient ça d'un bon oeil. Ce n'est pas comme si on était pauvre à l'intérieur du pays, on est plutôt riche. Le seul danger, c'est d'avoir des taux d'intérêt un peu plus élevés, mais là aussi, hein, nos taux d'intérêt sont très bons par rapport à l'Allemagne. Donc, ce n'est pas très grave. Et même pour la Wallonie, quand on aura 50 milliards d'endettement, c'est grave en tant que tel, mais c'est jamais qu'un dixième de l'endettement du pays. Donc, je pense qu'il faut voir ça à long terme, et pas de manière, pas avec une mauvaise virilité, en disant il faut taper sur la table et tout réduire. Pierre ? À la réserve qu'en effet, tant que la Belgique est la Belgique, on est protégé par le nord du pays de ce point de vue-là. Et personnellement, je ne me sens pas fier d'être protégé par le nord du pays. Là, on devrait pouvoir faire des arbitrages qui sont peut-être plus courageux, dans une culture, et là je pense qu'on va se rejoindre quand même, où la culture du chiffre, et je suis probablement un bon forum aujourd'hui pour parler de culture du chiffre, est insuffisante. Les outils que l'on a en matière de gestion de l'État, qui n'a pas la comptabilité en partie double, donc qui ne sait pas prendre des décisions sur les investissements par rapport aux dépenses courantes, est fondamentalement quelque chose à réformer. Sinon, comment fait-on pour savoir quand est-ce qu'on endette les générations futures pour payer le bien-être des pensions des gens d'aujourd'hui? C'est irresponsable. Et je pense qu'on est tout à fait d'accord sur ce point-là. Donc, quand on a vu, nous, le plan de relance de la Wallonie arriver avec ses 320 projets à l'Union Wallonne et aux syndicats, vous savez que pour une fois, on a pris une position commune, c'est de dire il y a de la dispersion. Et pourquoi est-ce qu'il y a de la dispersion? Ça ne veut pas dire que tous les projets sont mauvais, mais ça veut dire qu'on a fait des projets où on ne fait pas des choix parce que, par clientélisme, tout le monde veut s'assurer qu'à la prochaine élection, il y aura des gens qui seront contents, et où, quand on dit quels sont les critères sur lesquels on va juger les projets ou réallouer les projets, les outils ne sont pas là. Donc s'il y a une chose dont on est content d'avoir participé dans le plan de relance de la Wallonie, ce n'est pas nécessairement les projets et tous les projets, la dispersion qui est dedans, mais c'est qu'en accompagnant, ça par contre je reconnais, le gouvernement a mis en place des indicateurs, a mis en place des outils de suivi. Et la grosse question, c'est est-ce que les suivants vont reprendre ces outils de suivi et est-ce que les suivants vont pouvoir faire une gestion en faisant des arbitrages, des choix sur base des chiffres et en différenciant les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Bruno, on entend souvent, puisqu'on est de nouveau à quelques encablures des élections,
La plupart des partis s'est tripé autour du budget, etc., de la manière de l'équilibrer, pas l'équilibrer. C'est vrai qu'en Belgique, surtout francophone, on a tendance à regarder beaucoup nos amis français et dès qu'il y a un problème, il y a un mot qui sort, c'est taxe. Taxe, taxe, taxe. Ou bien on sort le chéquier avec l'argent qu'on n'a pas. Et quand on parle du volet dépenses sociales, dès que quelqu'un ose dire peut-être qu'il faudrait peut-être dépenser un peu moins, vous avez la phrase qui tue, est-ce que tu trouves qu'il y a trop d'instituteurs? On est obligé de dire non. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop d'infirmières? On est obligé de dire non. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de policiers? On est obligé de dire non. Je trouve ça indigent comme réponse parce que ça ne répond pas du tout à la question et je vois que les gens se taisent parce qu'ils sont assommés par la pertinence de l'argument, alors que si on prend un pays qui est quand même pas exotique, la Suisse, ils arrivent à faire la même chose que nous avec 36% de dépenses sociales, les vieillards ne sont pas à la rue, les routes sont convenables et les écoles marchent. Ce qui veut dire que le problème qu'on a, ce n'est pas la dépense sociale, c'est l'efficacité de cette dépense. Oui, d'abord, oui, non, mais tout à fait. Je pense d'abord qu'on a la chance de vivre dans un bel état social. Il ne faut pas l'oublier, avec certains services, je regarde Michel Claes, qui sont sans doute sous-financés, mais il y a quand même un système éducatif et médical de grande qualité. Il y a quand même beaucoup de gens qui, ayant quitté la Belgique, qui reviennent pour se faire soigner les dents, il ne faut quand même pas l'oublier, et c'est important de garder tout ça. Alors, je crois que c'est moins efficace que dans d'autres pays parce que, en fait, on a plusieurs pays dans le pays, et que donc on n'a pas été capable d'harmoniser de manière efficace des choses qui auraient peut-être pu être regroupées par région, ou en tout cas de manière plus transversale. Mais quand on regarde le budget de l'État, on ne voit pas un domaine précis où on pourrait vraiment, de manière significative, diminuer les dépenses de l'État. Sauf à, bien sûr, avoir moins de confort social, mais on vit dans un État qu'on a choisi être social. Et alors, le débat qui est extrêmement malsain, c'est qu'on en arrive toujours à dire « oui, mais c'est les chômeurs ». Et donc sort toute la logorée avec le chômeur depuis 4 générations à la Louvière, blablabla, on entend ça depuis que je suis sorti de l'université, j'entends ça moi, donc 40 ans. Mais en vérité, quand on regarde les chiffres en détail, le chômage, c'est entre 5 et 6 milliards d'euros par an. D'accord ? C'est moins d'un dixième du PIB de la Belgique. Or, on est à 5% de déficit. Donc, ce n'est pas comme si c'était, même si on enlevait tous les chômeurs, qui disparaissaient comme ça, hop, et ça, c'est une première chose. Et d'autre part, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que peut-être que l'impôt n'est pas toujours bien perçu non plus. Parce qu'il se fait que les hasards de la vie professionnelle ou les vicissitudes de la vie professionnelle m'ont fait quand même connaître des milieux où le but principal, c'est d'éviter l'impôt. Ce qui est permis quand on a certaines technicités. Et donc, je pense qu'il y a de l'inefficacité organique dans le pays, parce qu'on est 2 pays dans un, ou même 3 à la limite, mais il y a des mauvais débats à éviter, c'est-à-dire stigmatiser les chômeurs et laisser l'évasion fiscale ou l'évitement de l'impôt se développer. Michel Deveau pourra en parler mieux que moi, mais si vous achetez l'Écho aujourd'hui, il y a tout un texte très intéressant sur les fondations, c'est quand même interpellant quand même. Donc ça veut dire qu'il y a... Voilà, il y a oui, vas-y, certainement, il faut répondre. Aussi être un peu un désaccord sur le sujet. Non, sur le côté, je pense quand même qu'il y a un réflexe en Belgique qui est de dire on est certainement bien géré, donc s'il faut plus de moyens, il faut plus d'impôts. Et il n'y a pas de formule magique. Je ne pense pas qu'on doive dire qu'il y a une formule magique et de dire je partage par contre on est dans un état social extraordinaire et je ne demande qu'une chose, c'est qu'à ce qu'on le maintienne. Ma grande inquiétude, c'est pareil sur l'environnement que sur le social, c'est qu'on ne périclite demain, que les générations suivantes n'aient pas eu la chance que nous ayons aujourd'hui. Maintenant, quand on rentre dans le détail, je pense qu'on va parler de grandes réformes institutionnelles, alors qu'on sait qu'on a un certain nombre de chantiers devant nous, et que quand on parle d'enseignement, par exemple, on dit est-ce que le budget est trop grand ou n'est pas trop grand? Moi, j'entends Étienne de Noël qui dit par étudiant, la Belgique fait partie des gens qui dépensent le plus au monde pour ses étudiants. Mais avec un nombre de filières qui est tellement important que réformer les filières permettrait peut-être d'ailleurs de payer plus correctement et de donner envie aux enseignants de faire leur fonction. Quand on parle, en effet, il ne faut pas stigmatiser. Stigmatiser ne va pas ramener les chômeurs à l'emploi, mais accompagner les gens correctement. On dit aujourd'hui on a un nombre de mesures qui existent pour l'accompagnement des chômeurs en Wallonie, qui n'est pas nécessairement punitif, qui est reprendre les gens et les ramener dans le monde du travail, qui n'est pas exécuté. Et si on exécutait simplement les mesures qui sont prises sur place avec un forum
qui, si je me souviens bien, au dernier recensement, a 3500 personnes, 600 à l'accompagnement des chômeurs et 2400 de ce qu'on a appelé du back-office dans le monde des entreprises. Il y a des choses à faire pour allouer mieux les moyens qu'on a. Et donc, d'un côté... oui, mais donc je reviens vers ce que je disais tout à l'heure, il y a un problème d'efficacité, tu viens de citer le Forum, c'est un budget de 2,5 milliards et il y a 240 000 chômeurs en Wallonie, donc cherchez l'erreur. Mais non, mais c'est incontestable, je suis d'accord avec Pierre et avec toi, mais il y a un problème d'efficacité, c'est certain. Et par exemple, en matière de chômage, sans stigmatiser les chômeurs, on sait que si quelqu'un est chômeur depuis 6 mois, c'est très difficile de revenir dans le circuit productif, très difficile. Il y a une perte de morale, il y a une rupture citoyenne, civile, culturelle, sociale, souvent familiale. Donc voilà, et alors ça ne va plus. Et donc, par exemple, réorienter les efforts vers le fait de prendre immédiatement un chômeur au début de ses prestations, c'est important. Donc il y a certainement beaucoup de choses à faire, comme par exemple conditionner le maintien des allocations de chômage à des obligations de formation, mais pas avec des certificats médicaux, hein, donc vraiment des trucs sérieux. Donc il y a plein de choses à faire. Mais je pense que d'un point de vue budgétaire, ce n'est pas le problème de la Belgique. Et là, je vais mettre mes humbles compétences mathématiques au sujet de la salle ici. Je répète, c'est moins d'1% du PIB. Donc c'est pas... Voilà. Il n'y a aucun pays du monde au sein duquel il est démontré que limiter les allocations de chômage après un certain temps, créer plus de mise à l'emploi. Non, ce qu'il faut, c'est aider, et alors ça revient exactement au point de Pierre, il faut aider immédiatement les personnes au chômage pour culturellement leur donner un peu de jouvence et d'envie de l'avenir. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Je vous remercie, messieurs. En tout cas... Merci Pierre. Merci.